En 1945, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'une des plus grandes guerres civiles du siècle a commencé en Chine. D'un côté se trouvaient les nationalistes alignés avec l'Amérique, de l'autre les communistes. À ce moment-là, les nationalistes détenaient presque tous les avantages imaginables. Leur victoire semblait presque certaine. Ils contrôlèrent la grande majorité de la Chine, y compris les principales villes. Ils contrôlaient aussi les chemins de fer, leur donnant un avantage considérable en ressources et logistiques. Ils avaient également un grand avantage numérique sur les communistes. Les nationalistes avaient environ 4 millions de soldats, soit 4 fois plus que le million des communistes. De plus, ils bénéficiaient d'un équipement supérieur. Les nationalistes disposaient d'artillerie moderne, de chars et de mitrailleuses lourdes. Une grande partie de cet équipement, moderne et de haute qualité, avait été fournie par l'Amérique. Les communistes n'avaient rien de tout cela. Ils n'avaient presque pas d'artillerie ni de chars, et leurs fusils étaient dépassés. Il en était de même pour les forces aériennes et navales. Les nationalistes avaient une petite force aérienne moderne, avec des avions américains et une marine rudimentaire. Les communistes n'avaient rien en termes de force aérienne ou de marine. Il semblait que les communistes n'étaient qu'une bande de guérilleros retranchés dans les régions pauvres de la Chine et qu'ils seraient rapidement anéantis. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Après 4 ans de combat, les communistes avaient remporté la guerre. Ils avaient un droit réussi à prendre le contrôle de toute la Chine et les nationalistes ont été forcés de fuir à Taïwan. Alors, comment cela a-t-il bien pu arriver ? Si les nationalistes avaient autant d'énormes avantages, comment ont-ils pu finir par être vaincus ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions, mais d'abord faisons un aperçu de la façon dont cela s'est produit, l'histoire de la guerre civile chinoise. La guerre civile chinoise après la Seconde Guerre mondiale était la deuxième phase d'un conflit entamé des décennies plus tôt. Cela signifie que, pour bien comprendre le contexte, nous devons remonter beaucoup plus loin dans le temps jusqu'au début du siècle. Pendant la majeure partie de son histoire, la Chine était un empire, mais cela s'est effondré en 1911 lors de ce qu'on a appelé la révolution Sinaï. Après la chute de l'empire, il y a eu un vide de pouvoir et la Chine est devenue fragmentée, alors que des seigneurs de guerre régionaux prenaient le pouvoir. Il y avait de nombreuses factions qui se combattaient entre elles, mais deux des plus importantes étaient les communistes dirigés par Mao Zedong et les nationalistes dirigés par Sun Yat-sen. Ces deux groupes ont en fait travaillé ensemble pendant un certain temps pour vaincre les seigneurs de guerre et unifier le pays. Cependant, l'alliance fut de courte durée car les deux factions voulaient qu'on ait le contrôle total de toute la Chine. Cela a finalement abouti à une purge brutale en 1927. Le chef des nationalistes, Chiang Kai-shek, a ordonné un massacre de milliers de communistes à Shanghai. Chiang pensait qu'il éliminait les communistes comme menace et qu'il n'aurait plus à s'en préoccuper. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Ce massacre a déclenché la guerre civile chinoise. Au début, il semblait que Chiang Kai-shek et les nationalistes allaient l'emporter. Chiang et ses forces ont failli anéantir les communistes au milieu des années 1930. Les communistes étaient encerclés et sur le point d'être détruits. Cependant, ils ont réussi de justesse à échapper à l'encerclement et se sont lancés dans une retraite éprouvante qui est devenue connue sous le nom de Longue Marche. En 2 ans, les communistes ont marché près de 9000 km. Sur les 70 000 communistes qui ont commencé le voyage, seulement environ 7 000, soit 10%, ont survécu. À ce moment-là, les communistes étaient presque totalement vaincus, et il semblait que Chiang Kai-shek avait gagné la guerre civile et allait prendre le contrôle de la Chine. C'est alors que les communistes chinois furent en réalité sauvés par le plus improbable des sauveurs, le Japon. Le Japon avait progressivement étendu son empire tout au long des années 30. En 1931, il a envahi la Mandchourie et, au cours des années suivantes, il a continué à s'emparer de davantage de territoires chinois. Il a pu le faire parce que la Chine était tellement affaiblie par sa guerre civile. Chiang Kai-shek avait adopté une stratégie consistant à vaincre d'abord les communistes et une fois qu'ils étaient neutralisés, il combattrait les Japonais. Cependant, à mesure que le Japon conquérait de plus en plus de territoires, cette stratégie devenait très impopulaire. Ceux qui entouraient Chiang voulaient qu'il cesse de combattre les communistes et qu'il se concentre sur la résistance à l'expansion japonaise. Finalement, Chiang fut fait prisonnier par ses généraux et forcé d'accepter de s'allier avec les communistes contre les Japonais. La guerre totale avec le Japon éclata seulement 8 mois plus tard,
lorsque les troupes japonaises et chinoises commencèrent à s'affronter à Pékin. La guerre contre le Japon allait durer 8 ans et interrompre temporairement la guerre civile, car les deux factions se concentraient sur la lutte contre les Japonais. Finalement, en 1945, le Japon se rendit après que l'Amérique eut largué des bombes nucléaires sur 2 villes japonaises. Après la défaite du Japon, la fragile trêve entre les nationalistes et les communistes s'effondra et la guerre civile reprit. À ce moment-là, la carte de la Chine ressemblait à ceci. La majorité de la Chine, environ 70 ou 80%, était contrôlée par les nationalistes. La principale région contrôlée par les communistes était la Mandchourie, dans le nord-est de la Chine. Cette région avait été sous contrôle japonais, mais en août 1945, l'Union soviétique l'a envahie et en a pris le contrôle. Après la guerre, la Mandchourie devait être rendue aux nationalistes. En réalité, les soviétiques ont permis aux communistes de prendre le contrôle. C'était une excellente nouvelle pour les communistes. Cela leur a donné les ressources industrielles de la région ainsi que l'équipement militaire japonais qui avait été laissé sur place. Les nationalistes ont réussi à sécuriser quelques villes en Mandchourie, y compris la capitale, Mukden, mais presque toute la campagne est tombée aux mains des communistes. Il est important de souligner que lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin, la guerre civile chinoise n'a pas immédiatement repris. Au début, il y a eu quelques tentatives timides de négocier un accord entre les nationalistes et les communistes. On a parlé de créer un gouvernement de coalition qui dirigerait la Chine pendant les années suivantes et superviserait la reconstruction. En réalité, aucun des deux camps n'était vraiment intéressé par cette idée. Chacun voulait gouverner toute la Chine seul, et les négociations ont donc rapidement échoué. Les combats ont commencé au printemps 1946. En juillet, Chiang Kai-shek a lancé une grande offensive en Mandchourie qui a rencontré un grand succès. 1,6 million de soldats nationalistes ont combattu contre 1 million de communistes et ont réussi à conquérir beaucoup de territoires. Mao Zedong, le chef des communistes, savait que son armée ne pouvait pas rivaliser avec les nationalistes dans une guerre conventionnelle, alors il a adopté une stratégie de guerre de guérilla. Leurs embuscades et attaques éclairs se sont avérées très efficaces. Durant la première année de guerre, les nationalistes ont perdu environ 1 million de soldats. Face à de telles pertes, Chiang souhaitait une fin rapide de la guerre. Il voulait porter un coup décisif aux communistes, alors il a décidé d'attaquer leur capitale, Yan'an. Si la capitale communiste tombait, il s'effondrerait et la victoire lui reviendrait. En mars 1947, une force nationaliste de 150 000 hommes a avancé sur Yan'an et a pu la capturer sans résistance. Chiang Kai-shek déclara que c'était le début de la fin de la guerre, et certains observateurs étrangers étaient eux d'accord. En réalité, la prise de Yan'an n'a absolument rien changé, ce n'était pas du tout important. Les communistes ont simplement abandonné la ville, ce qui leur a permis de garder leurs forces intactes. En fait, la perte de leur capitale était tellement insignifiante pour les communistes qu'ils étaient en réalité en position de lancer une offensive majeure seulement 3 mois plus tard, en juin. Environ 100 000 soldats communistes ont lancé une attaque surprise dans la région des plaines centrales, au centre de la Chine, et à la surprise générale, ils ont remporté une victoire majeure. Les communistes ont perdu environ 10 000 hommes, tandis que les nationalistes en ont perdu environ 81 000. Cette offensive a été un tournant dans la guerre. Elle a accordé aux communistes un plus grand territoire d'où opérer, et de nombreux paysans locaux se sont engagés à leur côté. Pour les nationalistes, ce fut un coup dur pour leur morale. À ce moment-là, en 1947, les deux armées étaient devenues beaucoup plus proches en termes d'effectifs. Les chiffres exacts sont inconnus, mais les communistes comptaient probablement environ 1,5 million d'hommes contre 2,5 millions pour les nationalistes. C'était un grand changement. Au début de la guerre, les communistes avaient environ un quart de ce que les nationalistes possédaient. La prochaine grande offensive de la guerre fut menée par les communistes durant l'hiver de 1947. Leur plan était de consolider leur contrôle sur la Mandchourie, ce qui leur permettrait de lancer une offensive plus importante au printemps. Cependant, ils ont vite réalisé qu'ils avaient un fort soutien local et que les nationalistes étaient bien plus faibles qu'imaginés. Cela a poussé les communistes à être beaucoup plus ambitieux avec l'offensive. En 2 mois, ils ont conquis un vaste territoire en Mandchourie. Les nationalistes ont conservé le contrôle de certaines des grandes villes, mais elles étaient soit désormais isolées les unes des autres, car les communistes contrôlaient presque toute la campagne. Alors que la guerre commençait à tourner contre lui, Chiang Kai-shek comprit qu'il devait stabiliser l'économie et mieux gouverner.
Il a instauré des réformes qu'il pensait capables d'atteindre cet objectif. Les réformes ont échoué à cause de la corruption et de l'incompétence profonde du gouvernement nationaliste, le Kuomintang. Pendant ce temps, Mao Zedong, le chef des communistes, préparait son prochain coup. En septembre 1948, il lança une campagne pour prendre les principales villes de Mandchourie qui étaient encore sous contrôle nationaliste. Les communistes disposaient d'environ 700 000 soldats, soit un peu plus que les nationalistes qui en avaient 600 000. L'une des batailles les plus importantes fut la bataille de Jinzhou, qui eut lieu en octobre 1948. Jinzhou était cruciale pour les nationalistes car elle servait de principal centre de transport et de base d'opération. Néanmoins, les nationalistes n'ont pas pu la conserver et après seulement 8 jours, la ville est tombée. 2 semaines plus tard, la capitale Mukden est tombée, comme prévu après ces événements. Les pertes pour les nationalistes furent catastrophiques. Les soldats, isolés du reste de la Chine, n'avaient aucune possibilité de repli. Presque toute leur armée, soit plus d'un demi-million d'hommes, a été anéantie. Suite à ce triomphe, les communistes n'ont pas laissé de répit aux nationalistes pour se ressaisir. Ils ont lancé une autre offensive massive, cette fois en sortant de la Mandchourie pour pénétrer au cœur de la Chine. La bataille était absolument gigantesque, avec environ 1 million de soldats de chaque côté, combattant sur une ligne de front d'environ 200 km. La principale cible des communistes était Jujou, bien au sud de leur bastion en Mandchourie. Ils ont encerclé et assiégé la ville, ce qui s'est révélé incroyablement efficace et très rapide. Jujou a commencé à manquer de ravitaillement, mais Jiang Jiechi a refusé d'évacuer les 200 000 défenseurs. Il voulait envoyer des renforts pour briser le siège, mais toutes les tentatives ont échoué. Finalement, après 2 mois d'une guerre de siège épuisante, les communistes ont lancé un assaut massif sur la ville et ont réussi à la prendre. Ce fut une catastrophe pour les nationalistes. Ils avaient perdu non seulement une place forte vitale, mais aussi un grand nombre de soldats, dont beaucoup étaient leurs meilleurs hommes. À ce moment-là, ils étaient proches de l'effondrement. Quelques semaines plus tard, les communistes ont pris Pékin dans le nord. Face à une défaite qui semblait imminente, Chiang Kai-shek a tenté une dernière négociation avec les communistes pour éviter une défaite totale. Les communistes n'avaient aucun intérêt à conclure un accord. Les communistes et Tebe Sampokong étaient sur le point de remporter la victoire. Ils ont avancé vers le sud sans rencontrer beaucoup de résistance des nationalistes. Le 23 avril, ils ont pris Nankin, la capitale nationaliste, gagnant ainsi la guerre. Les nationalistes ont continué à se battre pendant un certain temps, mais en vain. En décembre 1949, ils se sont repliés à Taïwan, laissant la Chine continentale aux communistes. Mao Zedong est resté le leader incontesté de la Chine. Dans les décennies suivantes, il tenterait de transformer la Chine en une utopie communiste, conduisant à la plus grande famine de l'histoire, tuant plus de 50 millions de personnes. Voilà ce qui s'est passé. Contre toute attente, le Parti communiste a remporté la guerre civile. La question était donc, comment les communistes ont-ils réussi ? Comment se fait-il qu'au début de la guerre, ils étaient désavantagés à presque tous les égards imaginables, et pourtant, à la fin, ils ont triomphé ? Je pense qu'il y a 2 facteurs principaux sur lesquels il faut se concentrer. Le premier, c'est que les communistes étaient bien plus efficaces pour gagner le soutien de la population. Au fur et à mesure que la guerre avançait, les communistes devenaient de plus en plus populaires, tandis que les nationalistes devenaient de plus en plus impopulaires. Qu'est-ce qui explique la popularité croissante des communistes ? La chose la plus importante était leur politique radicale de redistribution des terres. Essentiellement, cela consistait à prendre de force les terres aux propriétaires terriens qui étaient souvent détestés et à les donner aux paysans soninques qui les travaillaient. Il va sans dire que recevoir de vastes terres de leurs anciens patrons, longtemps détestés, était extrêmement populaire auprès des paysans. Le processus était similaire à cela. Des équipes du Parti communiste se rendaient dans les villages sous leur contrôle et présentaient aux habitants des idées communistes telles que la lutte des classes et la révolution. On faisait de la propagande auprès des villageois pour qu'ils ressentent autant de ressentiment que possible envers les propriétaires terriens. Ensuite, la redistribution des terres avait lieu. D'abord, les responsables du Parti communiste devaient déterminer la hiérarchie du village et identifier qui étaient les propriétaires terriens et qui étaient les paysans. Ensuite, de manière très brutale, les propriétaires terriens étaient spoliés de leurs terres et possessions, redistribuées aux paysans. Les propriétaires terriens étaient souvent ostracisés, agressés, voire assassinés. Cela s'est produit à une échelle énorme.
À la fin de 1947, plus de 25 millions d'hectares de terre avaient été donnés à environ 20 millions de paysans. Pour référence, cela représente une superficie à peu près égale à la taille totale du Royaume-Uni. Cette politique était un coup de génie pour rallier les gens au communisme. Bien que la confiscation des terres ait aliéné les propriétaires terriens, elle a gagné l'amour et le soutien des paysans, qui étaient maintenant bien plus nombreux. Un jeune observateur américain a décrit la joie des paysans. Il a écrit « Des jeunes hommes et femmes en bleu coursant dans tous les sens, en chantant des chansons et en parlant de révolution. » Cette politique a rendu les paysans favorables aux communistes et offert un autre avantage considérable. Les paysans qui avaient reçu des terres étaient désormais personnellement et financièrement investis dans la victoire des communistes. Pour que les paysans puissent conserver les terres qu'ils venaient de recevoir, il fallait que les communistes remportent la guerre civile. Si les nationalistes l'emportaient, la hiérarchie de leur village redeviendrait ce qu'elle était auparavant, et ils devraient rendre les terres à leurs anciens propriétaires. S'ils avaient commis des actes de violence ou tué leur ancien propriétaire, ils risquèrent d'être punis. Inutile de dire que les paysans étaient déterminés à ce que cela n'arrive pas, et qu'ils avaient donc besoin que les communistes gagnent la guerre civile. Cette politique était manifestement géniale. C'était la tactique communiste classique consistant à exploiter le ressentiment des masses contre les riches afin de gagner leur soutien. La redistribution des terres fut le principal facteur de popularité des communistes, mais pas le seul. Il convient également de mentionner que les communistes traitaient leurs soldats bien mieux que les nationalistes. Chiang Kai-shek gaspillait les vies de ses troupes, se souciant peu des lourdes pertes subies par ses hommes. Mao a adopté une stratégie plus prudente et a essayé de minimiser les pertes autant que possible. Les communistes prenaient également beaucoup plus soin des soldats blessés que les nationalistes et s'assuraient que leurs troupes étaient bien approvisionnées sur le champ de bataille. Cela a renforcé le moral et a rendu les troupes beaucoup moins susceptibles de déserter ou de faire défection. Un autre élément qui a aidé les communistes à gagner le soutien de la population est leur talent pour la propagande. Ils disposaient de réseaux clandestins dans les grandes villes qui distribuaient des tracts et publiaient des journaux. Pékin comptait 3 imprimeries qui étaient gérées par des étudiants soutenant les communistes. Les communistes utilisaient également la musique pour rallier les gens à leur cause. Leur hymne s'appelait « L'unité fait la force », qui a été écrit pendant la guerre contre le Japon. L'unité fait la force a été inspirée par le traitement brutal des paysans par les propriétaires terriens. La chanson a été récupérée par les communistes et ils l'ont largement utilisée tout au long de la guerre civile. L'une des méthodes de propagande les plus inhabituelles utilisées par les communistes était le théâtre. Ils ont organisé des troupes de théâtre itinérantes qui voyageaient beaucoup, jouant des pièces qui promouvaient les valeurs communistes. Ces représentations étaient rendues très accessibles au peuple, utilisant souvent les dialectes locaux. Leur but était, comme toujours, d'attiser la lutte des classes et de rendre les paysans hostiles envers les propriétaires terriens. Vous commencez peut-être à voir un schéma. Les pièces dépeignaient aussi les dirigeants communistes comme des héros résistant vaillamment aux nationalistes fascistes. Les communistes ont été très doués pour rallier la population à leur cause, ce qui les a énormément aidés pendant la guerre. Parlons maintenant des nationalistes. Les nationalistes étaient incapables de rallier la population et les ont aliénés à chaque occasion. Lorsque le Japon s'est rendu en août 1945, Chiang Kai-shek et les nationalistes semblèrent avoir tout le soutien populaire. Chiang Kai-shek était personnellement extrêmement célèbre. Les gens le considéraient comme un héros qui avait mené la résistance contre le Japon. Cependant, être autant associé à la guerre contre le Japon avait aussi certains inconvénients. Cela impliquait que les nationalistes étaient tenus pour responsables de tous les échecs de la guerre. Un point particulièrement sensible était la décision que Chiang avait prise de provoquer délibérément une énorme inondation qui a dévasté une vaste région. En 1938, les forces nationalistes ont délibérément brisé certaines digues du fleuve Jaune et une immense région a été inondée. Ils ont fait cela dans l'espoir de freiner l'invasion japonaise. Les conséquences négatives de cette décision ont en effet été désastreuses. Près d'1 demi-million de civils chinois sont morts et des millions d'autres se sont retrouvés sans abri. La décision de Chiang était extrêmement controversée et impopulaire. Après la fin de la guerre, Chiang a dû faire face à la tâche difficile de tenter de rediriger le fleuve vers son cours d'origine. En 1947, il a tenté précisément cela. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à contrôler le fleuve et, une fois de plus, cela a provoqué d'énormes destructions. 500 villages ont été submergés et 100 000 personnes se sont retrouvées sans abri.
Ces personnes n'ont reçu aucune compensation. C'était une autre énorme tâche sur la réputation de Chiang, et cela a fait penser aux gens qu'ils ne se souciaient pas d'eux. Comme vous pouvez le voir, pour les nationalistes, être chargé de gouverner un pays totalement détruit était en réalité une position très difficile. Ils devaient décider comment essayer de reconstruire un pays totalement dévasté. La situation de la Chine à l'époque était désespérée. Pendant l'occupation japonaise, elle avait perdu près de 20 millions de personnes, soit presque 5% de sa population. Des millions de personnes ont été sans abri, presque toutes les infrastructures du pays détruites. À Shanghai, la ville la plus riche de Chine, près de la moitié de la capacité industrielle avait été anéantie. En Chine, un stupéfiant 96% de toutes les lignes ferroviaires avaient été détruites. La production agricole était bien en dessous des niveaux d'avant-guerre et le pays était lourdement endetté, principalement envers les États-Unis. Les nationalistes, gouvernement chinois de l'époque, durent assumer la responsabilité de cette terrible situation. Ils ont dû prendre des décisions politiques très difficiles concernant la reconstruction, et comme c'est souvent le cas, prendre des décisions difficiles était extrêmement impopulaire. Ils ont été contraints d'imposer d'énormes taxes à la population, augmentant la charge fiscale d'environ 60%. Les taxes excessives poussaient les gens à cacher leurs biens dans les zones communistes pour les éviter. L'un des plus grands problèmes était l'inflation, qui a atteint 230% par an. Pour contrer cela, Chiang a introduit une nouvelle monnaie nommée le yuan d'or. La nouvelle monnaie a été introduite à un taux de change d'un yuan d'or pour 3 millions de l'ancienne monnaie, et les prix ainsi que les salaires ont été fixés pour tenter d'empêcher leur augmentation. Les citoyens ont dû échanger leurs métaux précieux et devises étrangères contre la nouvelle monnaie. Malheureusement, cela n'a pas arrêté l'inflation. Très imprudemment, les nationalistes ont essayé de financer leurs énormes dépenses en imprimant beaucoup de leur nouvelle monnaie. Très rapidement, il y a eu une hyperinflation, ce qui a complètement annulé l'intérêt d'introduire la nouvelle monnaie au départ. Les mesures gouvernementales sur les prix et salaires ont aussi nui à l'économie. Les entreprises ne pouvaient vendre qu'au prix fixé par le gouvernement, mais leurs coûts explosaient. Finalement, beaucoup d'entre elles n'ont plus pu fonctionner et ont été contraintes de fermer. Comme vous pouvez le voir, l'état désastreux de la Chine aurait nécessité un gouvernement incroyablement compétent pour améliorer la situation, et les nationalistes étaient tous sauf cela. De mauvaises politiques économiques et la décision controversée de détourner le fleuve Jaune ont nui à leur popularité en raison de nombreuses erreurs commises. Non seulement ils étaient incompétents, mais aussi profondément corrompus. Pendant des décennies, la corruption a été un fléau majeur au sein du parti nationaliste Kuomintang. En fait, dès le début, Jiang Jiechi lui-même a dit que son parti était, je cite, faible et pourri, obsédé par la facilité et le plaisir. Il a en fait déclaré que la raison pour laquelle il ne pouvait pas vaincre les communistes était, je cite, l'inefficacité et la corruption de notre appareil gouvernemental. Il savait que la situation devait changer, sinon il n'aurait aucune chance de vaincre les communistes. Il a dit « Si nous n'éliminons pas l'actuel ensemble de corruption, de pots de vin, de négligence et d'ignorance, et si nous n'établissons pas à la place une administration propre et efficace, le jour viendra bientôt où la révolution sera lancée contre nous. » Malheureusement pour Chiang, cette corruption n'a jamais été éradiquée, et les abus ont continué tout au long de la guerre civile. Une chose qui arrivait, c'est que les responsables du parti exigeaient des entreprises locales qu'elles prouvent qu'elles n'avaient pas collaboré avec les Japonais pendant l'occupation. La définition de la collaboration était très large. Exploiter une entreprise dans une zone sous contrôle japonais était suffisant. Ceux qui ne pouvaient en prouver leur non-collaboration voyaient leurs entreprises confisquées par les fonctionnaires nationalistes du Kuomintang. La partie vraiment corrompue, c'est que ces mêmes responsables du parti qui avaient saisi les entreprises les revendaient ensuite à leurs propriétaires d'origine au prix fort, empochant la différence. Cette exploitation a évidemment suscité la colère populaire. Les hauts responsables de la direction nationaliste étaient tout aussi corrompus. Par exemple, le chef du conseil militaire de Chiang avait 3 fils, qui étaient tous impliqués dans des affaires douteuses. L'un était un important producteur d'opium, un autre dirigeait un réseau de bordels, et le troisième exploitait des casinos. Au cas où l'incompétence et la corruption ne suffisaient pas à aliéner la population, les nationalistes étaient aussi très brutaux et violents. Ceux qui critiquaient le gouvernement étaient attaqués ou arrêtés. Parfois, des leaders importants de l'opposition étaient même assassinés.
Par exemple, durant l'hiver 1945-1946, une foule du Kuomintang a tué plusieurs manifestants anti-guerre à Kunming. Certains des critiques les plus virulents du gouvernement étaient des étudiants et des intellectuels libéraux. Il y avait des grèves et des manifestations constantes. En fait, rien qu'en 1946 à Shanghai, il y a eu plus de 1700 grèves et conflits autour du travail. Ces grèves étaient souvent durement réprimées par la police. Par exemple, lors d'une manifestation étudiante à Nankin en mai 1947, de nombreuses personnes ont été abattues et des centaines ont été battues. En 1948, Chiang a finalement interdit les grèves et intensifié la répression. À Shanghai, plus de 3000 suspects ont été arrêtés en seulement 2 mois. Nombre d'entre eux étaient un temps des hommes d'affaires renommés de Shanghai, accusés de vendre au marché noir. Il y a également eu beaucoup de violences et de brutalités commises dans les campagnes. Les forces irrégulières alliées à l'armée nationaliste le faisaient souvent. Toute personne soupçonnée d'avoir collaboré avec les communistes était tuée. Comme je l'ai dit plus tôt, les communistes étaient aussi extrêmement brutaux et violents, ce qui soulève la question: pourquoi n'ont-ils pas subi la même perte de popularité à cause de leur brutalité? Eh bien, une grande partie de la réponse est qu'ils visaient dans des groupes différents. Les nationalistes attaquaient toute personne qu'ils soupçonnaient d'avoir des sympathies communistes ou même simplement d'éprouver de l'antipathie envers le gouvernement. Cela incluait tous les groupes sociaux, hommes d'affaires, intellectuels, étudiants et ouvriers. En revanche, la violence communiste était principalement dirigée contre un segment beaucoup plus restreint de la population, les riches propriétaires terriens, qui étaient déjà largement détestés par la majorité. Comme vous pouvez le voir, les communistes étaient bien meilleurs que les nationalistes pour gagner le soutien du peuple. Mais la question demeure: comment cela les a-t-il exactement aidés à gagner la guerre? La manière la plus évidente est que cela leur a donné plus d'hommes pour se battre. Au début de la guerre, les nationalistes avaient un énorme avantage en termes de main-d'œuvre. Ils avaient environ 4 millions de soldats contre 1 million pour les communistes. En seulement 3 ans, ces chiffres ont changé de manière spectaculaire. En 1948, les nationalistes n'avaient plus que 2 500 000 soldats, soit un peu plus de la moitié de ce qu'ils avaient auparavant. En revanche, les forces communistes avaient redoublé, atteignant environ 2 millions. C'était parce que beaucoup plus de gens voulaient bien se battre pour les communistes. Les paysans ayant entendu parler de la redistribution des terres par les communistes, les ont rapidement rejoints pour obtenir des terres gratuites. La différence de popularité signifiait que les troupes communistes avaient un bien meilleur moral que les nationalistes. En fait, un rapport américain de mai 1947 opposait, je cite, « l'esprit combatif des communistes à l'épuisement des nationalistes et à leur indignation croissante face à l'écart entre l'enrichissement des officiers et la faible solde des soldats, ainsi qu'à leur manque d'intérêt à combattre loin de chez eux. » Ce manque de morale au sein des rangs nationalistes a entraîné un taux très élevé de désertion et de défection. Par exemple, lorsque les communistes assiégeaient Changchun en Mandchourie, certains officiers nationalistes, déçus par les politiques du gouvernement, ont contacté les communistes et proposé de changer de camp. Ils ont alors fourni aux communistes des renseignements précieux sur les défenses faibles de la ville. Cela a joué un rôle important dans la chute éventuelle de la ville. Une grande différence entre les communistes et les nationalistes est que les communistes accueillaient les déserteurs dans leur camp. En fait, ils prenaient très au sérieux la tâche de rallier à leur cause les soldats nationalistes hésitants. Ils avaient des unités de propagande spéciales uniquement consacrées à cela. Des tracts avec des messages simples étaient largués au-dessus des lignes ennemies. Ils disaient des choses comme « Frères, déposez les armes que vous n'avez jamais voulu prendre. Avez-vous rejoint l'armée du Kuomintang de votre plein gré ? Non, vous y avez été traînés de force, attachés. Rejoignez-nous. Si vous voulez, nous vous renverrons chez vous. Rejoignez-nous et battez-vous pour libérer vos foyers, comme nous l'avons fait. Les communistes utilisaient plus que des tracts. » Lors du siège de Suzhou, ils ont utilisé des haut-parleurs pour dire aux défenseurs qu'ils recevraient de la nourriture et de l'eau s'ils changeaient de camp. De nombreux soldats et civils affamés ont fait cela et ont été accueillis. Dans l'ensemble, la popularité des communistes et l'impopularité des nationalistes se sont révélées être un facteur extrêmement important dans le déroulement de la guerre. La deuxième raison majeure pour laquelle la guerre s'est déroulée ainsi, c'est qu'il y avait une énorme différence dans l'unité interne des deux camps. Les communistes étaient totalement unis autour d'une seule idéologie et d'une seule figure, Mao Zedong.
Mao dirigeait le Parti communiste depuis 1935 et était devenu une figure légendaire, presque divine. Cela était surtout dû à la retraite épique et éprouvante qu'il avait menée en 1934, ce qui est devenu connu sous le nom de la Longue Marche. Pour vous rappeler, à ce moment-là, les communistes étaient encerclés et sur le point d'être anéantis. Ils ont tout juste réussi à échapper à l'encerclement et se sont lancés dans une marche extrêmement longue d'un bout à l'autre de la Chine. En un an, ils ont marché environ 9000 km. Sur les 70 000 communistes qui ont commencé le voyage, seuls environ 7 000, soit 10%, ont survécu. Cette histoire est devenue légendaire pour les forces communistes. C'était un récit de détermination contre toute attente qui les a inspirés. Ce sont les actions de Mao pendant la Longue Marche qui ont consolidé son leadership sur les communistes. Avec le temps, un culte de la personnalité s'est développé autour de lui, peut-être comparable à ce que Hitler avait au sein du parti nazi. Cette loyauté fanatique a permis à Mao de prendre des décisions très difficiles et impopulaires. Un exemple en est sa décision de s'allier avec les nationalistes en 1936. J'ai mentionné précédemment que les deux camps avaient conclu une alliance officielle pour résister à l'invasion japonaise. Eh bien, cette alliance a d'abord été proposée par Mao. Ce fut une pilule amère à avaler. Il ne s'était écoulé que 2 ans depuis que les communistes avaient presque été anéantis par les nationalistes et avaient dû entreprendre la Longue Marche. Sans aucun doute, les communistes ne pouvaient pas détester les nationalistes plus amèrement, et pourtant Mao a pris la décision de s'allier avec eux. Cela s'est avéré être une très bonne décision. Cela a d'abord donné aux communistes l'image de patriotes. La grande majorité du public était surtout préoccupée par la menace japonaise, donc le fait que Mao soit prêt à mettre de côté ses différends avec les nationalistes pour combattre les Japonais montrait qu'il mettait la Chine avant tout. Cela a aussi permis aux communistes de se rétablir. Les nationalistes étant alliés aux communistes durant la guerre contre le Japon, ces derniers ont pu se regrouper et se rétablir sans être attaqués. N'oubliez pas que la guerre contre le Japon a éclaté seulement 3 ans après la Longue Marche, quand les communistes étaient encore très affaiblis. Lorsque la guerre contre le Japon s'est terminée en 1945, le Parti communiste est ressorti beaucoup plus fort. Une autre décision difficile et impopulaire que Mao a prise a été d'abandonner la capitale communiste Yan'an en 1947. Yan'an avait été leur base pendant plus d'une décennie et il était donc compréhensible qu'ils hésitent à l'abandonner. De nombreux membres du parti, et même certains conseillers de l'Union soviétique, ont averti qu'une telle décision dévasterait le moral du parti. Néanmoins, Mao avait un contrôle total sur son parti et c'est donc lui qui a pris cette décision. Cette décision s'est à nouveau avérée payante et les communistes ont pu préserver leurs forces pour combattre à un moment plus opportun. Ces décisions difficiles ont été possibles uniquement parce que les communistes avaient une loyauté fanatique envers Mao. Leur unité totale autour de lui s'est révélée être un énorme avantage. Bien sûr, pour qu'un seul homme détienne autant de pouvoir, il fallait qu'il prenne de bonnes décisions, et Mao l'a fait en grande partie. Malgré son idéologie communiste fanatique, il savait se montrer pragmatique et flexible quand nécessaire. Par exemple, à un moment donné pendant la guerre, il y avait un désaccord parmi les communistes sur la question de savoir si la confiscation et la redistribution des terres aidaient ou nuisaient à leur cause. Certains membres du Parti communiste craignaient que certaines des mesures les plus radicales n'aliènent en réalité les communautés rurales. La réponse de Mao fut de mettre en pause certaines des politiques les plus extrêmes et de ne les reprendre qu'après avoir gagné la guerre. Une fois de plus, ce fut une bonne décision. Comme vous pouvez le voir, le fait que les communistes étaient totalement unis autour de Mao était un grand atout pour eux. Malheureusement pour les nationalistes, c'était tout le contraire pour eux. Ils ne bénéficiaient pas du tout de la même unité et cohésion. Chiang lui-même avait beaucoup moins de pouvoir au sein des nationalistes que Mao n'en avait chez les communistes. En réalité, la direction nationaliste était composée d'un groupe de généraux et ils avaient souvent des objectifs différents. Les généraux nationalistes défiaient souvent Chiang et faisaient clairement ce qu'ils pensaient être le mieux. Peut-être que le meilleur exemple du pouvoir des généraux nationalistes est le fait qu'ils ont réellement pris Chiang en otage en 1936, juste avant la guerre contre le Japon. J'ai mentionné plus tôt que les communistes avaient proposé de s'allier avec les nationalistes pour repousser les Japonais. Eh bien, au départ, Chiang ne voulait pas faire cela. Il voulait d'abord se concentrer sur la défaite des communistes, puis combattre les Japonais. En revanche, les généraux de Chiang voulaient s'allier avec les communistes et ont fini par l'y contraindre.
Lors de ce qu'on a appelé l'incident de Xi'an, les généraux de Chiang l'ont fait prisonnier et l'ont forcé à accepter une alliance formelle avec les communistes. Comme vous pouvez le voir, Chiang était loin d'avoir un pouvoir total sur son parti. Pendant toute la guerre civile, cela a sérieusement entravé les nationalistes. Certains des commandants étaient les plus intéressés par la poursuite de leurs propres intérêts que par la cause nationaliste. Plutôt que d'être une armée unifiée, les nationalistes montèrent en réalité une coalition de factions locales, mal intégrées et qui ne coopéraient pas bien ensemble. Un bon exemple de cela s'est produit en 1947, après que les forces du nord de Chiang aient été décimées lors des offensives ratées en Mandchourie. Il avait cruellement besoin de renforts pour combattre, alors il a tenté de déployer des armées du sud vers le nord. Cependant, ces forces du Sud étaient armées sous le contrôle de commandants locaux qui s'attendaient à des récompenses politiques en échange, comme des postes importants au sein du gouvernement ou des garanties d'autonomie régionale futures. Parfois, les commandants nationalistes ignoraient simplement les ordres et faisaient ce qu'ils voulaient. Par exemple, lors de la bataille importante de Mukden, la capitale de la Mandchourie, le commandant de Chiang sur place a soudainement abandonné la ville sans aucune autorisation. La ville s'est retrouvée sans direction, ce qui a rendu sa chute inévitable. Le commandant nationaliste de Pékin a commis une autre trahison juste avant la chute de la ville. Il contrôlait une armée de 350 000 hommes et aurait pu les envoyer repousser l'offensive communiste. Au lieu de cela, il a entamé des négociations secrètes avec les communistes. Finalement, il a changé de camp et a laissé les communistes prendre Pékin. En échange, il a obtenu un poste ministériel dans le gouvernement communiste après la guerre, un poste qu'il a conservé jusqu'en 1972. Comme vous pouvez le voir, même la direction nationaliste n'était pas si engagée envers leur cause. De même, les troupes nationalistes manquaient d'engagement. Beaucoup de ces hommes étaient plus loyaux envers leur propre région et ses dirigeants qu'envers Chiang Kai-shek et l'armée nationaliste. Cela signifiait que, même s'ils combattaient bien dans leur région d'origine, ils étaient moins motivés et désertaient souvent lorsqu'envoyés à des milliers de kilomètres de chez eux. Une autre façon dont la désunion a nui aux nationalistes, c'est qu'elle a permis aux espions communistes de les infiltrer très facilement. Un exemple notable s'est produit en 1947, avant que les nationalistes ne prennent Yan'an, la capitale communiste. Si vous vous souvenez, les communistes ont pu évacuer toutes leurs forces de la ville avant l'arrivée des nationalistes. Ils ont pu le faire parce qu'ils savaient que les nationalistes arrivaient, car ils avaient un homme à l'intérieur. Le général responsable de la planification de l'attaque sur Yan'an avait un secrétaire personnel qui était un espion communiste. Grâce à lui, le Parti communiste a eu accès à des informations cruciales et a pu évacuer 20 000 de ses soldats et des fournitures essentielles 2 semaines avant l'attaque. Sans cette opération de renseignement réussie, la victoire nationaliste à Yan'an aurait pu être un tournant décisif dans la guerre. Comme vous pouvez le voir, dès le début, les nationalistes souffraient de nombreuses divisions internes et cela s'est en fait aggravé au fil de la guerre. Vers la fin de la guerre, les nationalistes se sont presque effondrés. Ce fut un effondrement interne total. Au début de 1949, les nationalistes avaient perdu beaucoup de territoire, mais ils contrôlaient encore la majorité de la Chine. Ils auraient marqué du pouvoir continuer à se battre et au moins maintenir les communistes dans une impasse. La plupart des historiens pensent qu'il aurait été possible d'empêcher les communistes de traverser le fleuve Yangtze pour entrer dans le sud de la Chine. Traverser un aussi grand plan d'eau aurait été difficile pour les communistes, surtout parce qu'ils n'avaient pas de marine. Au final, parce que les nationalistes se sont effondrés de l'intérieur, ils n'ont pas pu opposer de résistance et les communistes ont pu envahir le sud de la Chine. L'effondrement a vraiment commencé avec la démission de Chiang Kai-shek en janvier 1949. Ce n'est pas totalement clair pourquoi Chiang a fait cela ou ce qui lui passait par la tête. Les mois précédents avaient été marqués par plusieurs défaites majeures et une perte considérable de territoire pour les nationalistes. Il se peut qu'il n'ait tout simplement pas voulu être l'homme qui mènerait les nationalistes à la défaite et s'allie à la défaite. Une autre possibilité est qu'il pensait que la meilleure chose à faire était de négocier avec les communistes et qu'il savait qu'il n'était pas la bonne personne pour cela. Quelle qu'en soit la raison, le 21 janvier, Chiang a démissionné et a nommé son successeur, son vice-président, Lee Zongran. Cependant, de nombreux membres radicaux du parti ne voulaient pas que Lee Zongren soit le dirigeant, du moins pas à long terme. Ils souhaitaient pourtant que Lee accepte un cessez-le-feu avec les communistes, leur permettant de gagner du temps pour se rétablir. Une fois en position de force, ils voulaient voir le retour de Chiang pour poursuivre le combat. C'était sûrement aussi ce que Chiang pensait.
De nombreuses fois par le passé, il avait démissionné pour ensuite revenir, et il prévoyait probablement de refaire la même chose. En fait, il n'a jamais vraiment nommé Lee président officiel. Son titre était président par intérim. De plus, Jiang est resté à la tête du parti. Il a même rédigé la première déclaration de Lee en tant que président par intérim. Lee lui-même ne savait pas vraiment ce qui se passait. Il n'a découvert qu'il n'avait pas été officiellement nommé président que lorsqu'il s'est rendu au palais présidentiel et a constaté que son titre était président par intérim. Ce plan clandestin et alambiqué a conduit à un chaos au sommet du Kuomintang. C'était une crise de leadership et il y avait beaucoup de confusion quant à savoir qui était réellement aux commandes. Pendant 3 mois, il y a eu cette situation étrange où Lee était président sur le papier, mais Jiang exerçait beaucoup d'influence en coulisses. En réalité, certaines actions de Jiang ont grandement nui au gouvernement de Lee. En février, sans consulter Lee, il a décidé de transférer toutes leurs réserves d'or à Taïwan. Cela a laissé Lee sans fonds pour financer son gouvernement. Pendant cette période, Lee essayait de négocier avec les communistes, mais Mao a rejeté toute proposition autre qu'une reddition sans condition. Dans l'ensemble, la démission de Chiang a été l'un des événements les plus importants de la guerre et a conduit les nationalistes à s'effondrer complètement. Chiang avait été leur chef pendant 20 ans. Il était absolument indispensable, le ciment qui les maintenait unis. De nombreux dirigeants nationalistes, personnellement loyaux à Chiang, refusaient de collaborer avec le nouveau gouvernement de Lee. Par exemple, le Premier ministre a refusé de reconnaître le nouveau président et a emmené tout son cabinet à Canton. Cela a effectivement divisé le gouvernement nationaliste en deux. Il y avait une situation similaire sur le champ de bataille. Beaucoup de commandants n'étaient loyaux qu'envers Chiang et n'étaient pas prêts à obéir au gouvernement de Lee. Le problème était aggravé par le fait que Chiang continuait à donner des ordres à l'armée, et souvent, il contredisait ceux du gouvernement de Lee. Lee voulait organiser la défense de Nankin, la capitale, mais Chiang pensait que c'était une cause perdue. Il a dit à l'armée d'abandonner Nankin et de se concentrer sur la défense de Shanghai. Comme vous pouvez le voir, c'était le chaos total. Les nationalistes étaient incapables de mener une guerre. Finalement, la marine nationaliste chargée de défendre le fleuve Yangtze a fait défection et a rejoint les communistes. Cela a permis aux communistes de traverser le fleuve et d'envahir le sud de la Chine. En avril, la chute de Nankin, capitale nationaliste, a effectivement mis fin à la guerre. Je pense que ces 2 facteurs sont les 2 raisons les plus importantes pour lesquelles les communistes ont remporté la guerre civile chinoise. Mais il y a autre chose qui mérite d'être mentionnée. C'est le rôle des puissances étrangères dans la guerre, l'Union soviétique et les États-Unis. Comme mentionné dans la vidéo, les nationalistes ont débuté la guerre avec de nombreux avantages, notamment le soutien crucial des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? Malgré leur avantage technologique, les nationalistes ont perdu la guerre car les États-Unis ont cessé de les soutenir tout au long du conflit. Au début de la guerre civile, en 1946, les États-Unis soutenaient fortement les nationalistes. L'une des actions les plus cruciales qu'ils ont entreprises fut de garantir que les nationalistes contrôlent un maximum de territoire en Chine après la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont aidé à transporter les troupes nationalistes vers les anciens territoires occupés par les Japonais pour empêcher qu'ils ne tombent aux mains des communistes. Même après cela, les Américains ont continué à apporter beaucoup de soutien. Ils ont aidé à former les forces nationalistes et leur ont accordé plus d'$1 milliard de prêts. Cependant, les Américains voulaient que Chiang Kai-shek fasse la paix avec les communistes. On ne voulait pas financer et soutenir une guerre civile totale. Ils craignaient qu'une guerre prolongée n'augmente l'influence soviétique en Chine. L'envoyé américain en Chine était le général George Marshall. Il était prêt à continuer d'envoyer de l'aide américaine à la Chine, mais seulement si Chiang formait un gouvernement de coalition avec les communistes. Chiang avait d'autres idées. Il n'était pas prêt à faire un compromis, et donc ses premières négociations ont rapidement échoué. En fait, Chiang préparait déjà sa première offensive contre les communistes en Mandchourie. Chiang était heureux d'aller à l'encontre des souhaits des Américains parce qu'il pensait à tort que leur aide était garantie. Il ne pensait pas qu'il y avait le moindre risque qu'ils cessent de le soutenir. Il pensait que les États-Unis étaient tellement engagés à stopper la propagation du communisme qu'ils le soutiendraient quoi qu'il fasse. Cela allait s'avérer être une grave erreur. En septembre 1946, les États-Unis ont imposé un embargo sur les armes à la Chine, mettant ainsi fin à leur soutien aux nationalistes presque totalement. Dans les mois qui suivirent, les relations entre Chiang et les Américains se dégradèrent. Lors d'une réunion avec Marshall en décembre 1946, les tensions se sont intensifiées.
Marshall a accusé les partisans radicaux nationalistes de saboter le processus de paix et de saper les efforts américains pour aider. Chiang a refusé d'accepter toute responsabilité, accusant plutôt Marshall d'avoir été trompé par les communistes. Les relations n'ont continué à se détériorer au cours des mois suivants. En janvier 1947, Marshall est devenu secrétaire d'État aux États-Unis, ce qui a considérablement accru son pouvoir. Pour Chiang, c'était une mauvaise nouvelle, car il avait maintenant un puissant adversaire au gouvernement américain. En fait, Chiang est devenu tellement impopulaire auprès des Américains qu'ils ont même envisagé d'essayer de s'en débarrasser et de prendre un contrôle plus direct de la situation. Les Américains ont finalement retiré leur soutien, cela ne s'étant jamais produit. En mai 1947, ils sont revenus sur leur promesse d'accorder à Chiang un prêt désespérément nécessaire d'un demi-milliard de dollars. Peut-être qu'à ce moment-là, Chiang commençait à saisir le message, mais trop tard. La relation avec les Américains était irrémédiablement endommagée, rendant impossible l'obtention d'une aide substantielle de leur part. L'absence de soutien américain a contribué à la victoire des communistes durant la guerre civile. Cependant, je ne le considère pas comme l'un des facteurs majeurs, car les communistes n'ont pas non plus reçu beaucoup de soutien de la part de leur potentiel allié, l'Union soviétique. Staline, le dirigeant soviétique, n'a pas beaucoup aidé Mao pour la raison quelque peu ironique qu'il pensait en réalité que la Chine n'était pas prête à créer une société communiste. Selon la théorie marxiste-léniniste, un pays devait d'abord s'industrialiser avant d'être prêt à devenir communiste. Staline voulait que les communistes coopèrent d'abord avec les nationalistes, créent un État industriel avec une base ouvrière solide et seulement ensuite deviennent pleinement communistes. Cela dit, les soviétiques ont tout de même aidé Mao un peu. Au début de la guerre, ils ont permis aux communistes de contrôler la Mandchourie en se retirant, ce qui fut leur action la plus importante. Cela a permis aux communistes de s'emparer de tout le matériel militaire japonais qui avait été laissé sur place, y compris 700 chars, 900 avions, 800 000 fusils et 14 000 mitrailleuses. Cela leur a aussi offert leur base principale pour mener le reste de la guerre. Durant la guerre, les soviétiques ont maintenu un soutien limité, sans grande ampleur. Ils ont envoyé quelques centaines d'experts militaires pour conseiller et ont fourni du matériel de base comme des bottes, des casques et des munitions. Cependant, ils n'ont pas envoyé de troupes, d'argent ou d'équipements comme des chars ou des avions. C'était bien moins que ce qu'ils auraient pu envoyer et les communistes avaient été déçus par le manque de soutien. Dans l'ensemble, étant donné qu'aucun des deux camps n'a reçu une grande quantité de soutien extérieur, je ne pense pas que cela puisse être considéré comme un facteur majeur dans le déroulement de la guerre. Je pense que les deux choses les plus importantes sur lesquelles il faut se concentrer sont celles dont j'ai parlé pendant la majeure partie de la vidéo, la différence de popularité entre les deux camps et la différence d'unité. La guerre a été incroyablement sanglante, avec entre 3 et 6 millions de victimes. Elle a aussi joué un rôle crucial dans le monde moderne. C'est la raison pour laquelle les relations entre la Chine et l'Occident sont si mauvaises, et aussi la raison pour laquelle la Chine menace constamment d'envahir Taïwan. Cet événement a aussi été crucial car il a mené à la création d'un nouvel État. Mao et les communistes étaient absolument fanatiques dans leur détermination à mettre en œuvre le communisme de la manière la plus totale possible. Leurs réformes agraires allaient néanmoins provoquer la plus grande famine de l'histoire de l'humanité, tuant environ 50 millions de personnes. Quelques années plus tard, il y eut ce qu'on a appelé la révolution culturelle, qui était essentiellement une purge à l'échelle nationale de toute personne qui ne croyait pas au système. Des millions de personnes furent tuées et beaucoup d'autres furent soumises à la violence ou à l'humiliation lors de ce qu'on appelait des séances de lutte. En revanche, Taïwan est devenue une démocratie avec des élections multipartites et la liberté d'expression garantie par sa constitution. Elle dispose de tribunaux indépendants, de droits de propriété et de l'état de droit. C'est le contraire absolu de la Chine continentale, dirigée par le Parti communiste chinois totalitaire. On ne peut qu'imaginer à quoi ressemblerait le monde moderne aujourd'hui si c'était Chiang Kai-shek et les nationalistes qui avaient regagné la guerre civile.